Saviez-vous qu'une corde, en apparence si petite et ordinaire, peut en réalité supporter plusieurs centaines de kilos, voire plusieurs tonnes? C'est la même corde sur laquelle comptent les soldats américains lorsqu'ils sautent des fenêtres des gratte-ciel. Une corde qui assure leur sécurité et leur permet d'atteindre et de neutraliser leurs cibles. Mais qu'est-ce qui confère à cette simple corde une résistance aussi extraordinaire? En réalité, fabriquer une corde suffisamment solide pour être fiable est loin d'être simple. Cela commence avec d'innombrables fibres minuscules qui doivent subir une longue série de transformations. Grâce au savoir-faire humain et à d'énormes machines industrielles qui travaillent de concert, chaque fibre est étirée, torsadée, tressée et traitée avec précision jusqu'à former une structure unique et homogène. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons suivre cette transformation étape par étape et voir comment ces minuscules fils deviennent les muscles souples du monde moderne, assurant silencieusement la cohésion de notre quotidien. Si ce type de contenu vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne, c'est gratuit. C'est parti! L'histoire de la corde remonte bien plus loin que la plupart d'entre nous ne l'imaginons. Des vestiges antiques attestent que les Égyptiens tressaient des fibres de chanvre pour en faire des cordes il y a des milliers d'années. À travers les siècles, des voiles des dracars vikings aux grands navires marchands sillonnant l'Atlantique, la corde a toujours été présente, compagne indissociable du commerce et de la conquête des mers. Et le plus fascinant, c'est que, pendant des dizaines de milliers d'années, ce simple fil n'a cessé de se réinventer. Aujourd'hui, une version très particulière de la corde est devenue essentielle à l'un des sports extrêmes les plus palpitants au monde, le saut à l'élastique. Composée de milliers de brins de caoutchouc synthétique, cette corde élastique peut s'étirer plusieurs fois sa longueur initiale. Grâce à cela, lorsqu'une personne saute d'une hauteur vertigineuse, la corde lui sauve la vie et transforme la chute en une expérience d'adrénaline inoubliable. Pour comprendre le parcours d'une corde, il faut remonter à son origine, à la source de ses matières premières. De là, le processus se divise en deux voies distinctes, l'une ancrée dans la pétrochimie moderne et l'autre liée aux cultures traditionnelles. Mais avant d'entrer dans le détail de ce processus, vous êtes-vous déjà demandé lesquelles résistent le mieux aux charges lourdes? Les cordes en fibres naturelles ou celles en fibres synthétiques? Pour les fibres synthétiques, la matière première provient du pétrole. En mer, d'immenses plateformes de forage s'élèvent telles des machines d'acier géantes, plongeant dans le plateau continental pour extraire le pétrole brut à des tonnes de profondeur. Une fois extrait, le pétrole brut est transporté par oléoducs, pétroliers ou camions-citernes jusqu'aux raffineries. Dans les usines pétrochimiques, le pétrole brut est distillé afin d'en séparer les fractions plus légères, qui sont ensuite transformées en granulés de plastique comme le polypropylène, le nylon ou le polyester. Ces granulés, de la taille d'un grain de riz, possèdent toutes les propriétés mécaniques essentielles: résistance, souplesse et imperméabilité. Quant aux fibres naturelles, elles proviennent des champs et des côtes. Le chanvre, le lin, les coques de noix de coco et le sisal sont cultivés, récoltés et séchés pour en obtenir les fibres. Les agriculteurs coupent les tiges ou les coques, en extraient les longs filaments, puis les regroupent en grosses balles. Ces balles, de couleur brune ou jaune pâle, ont une texture rugueuse, mais une structure solide, et constituent depuis longtemps la matière première traditionnelle pour les cordages marins et agricoles. Ce qui distingue les fibres naturelles, c'est leur forte adhérence et leur coefficient de friction élevé, qui empêchent les cordages de glisser, même mouillés. Avant de pouvoir fabriquer des cordes solides et durables, il nous faut d'abord la matière première, et non la corde elle-même. Pour les matières premières synthétiques, le processus commence avec des granulés de plastique courant, comme le polypropylène, le polyester ou le nylon. Ces granulés sont introduits dans la trémie d'une extrudeuse, fondue à plus de 250 degrés Celsius, 480 degrés Fahrenheit, puis extrudés à travers des centaines de minuscules buses métalliques pour créer un flux continu de filaments, chacun aussi fin qu'un cheveu. Afin de préserver leur forme, les filaments fondus sont immédiatement plongés dans un bain d'eau froide, dont la température est contrôlée avec précision pour éviter toute fissuration ou rupture. Ils sont ensuite étirés à grande vitesse à travers plusieurs rouleaux.
Cette étape d'étirage modifie fondamentalement leurs propriétés mécaniques. Les chaînes polymères s'alignent, conférant aux fibres une plus grande résistance tout en réduisant leur allongement sous charge. Enfin, des milliers de ces filaments ultra fins sont enroulés uniformément sur des bobines, produisant ainsi une quantité précise de matériaux prête pour l'étape cruciale du tressage. En revanche, la préparation des matières premières naturelles, comme le chanvre, le lin ou la fibre de coco, repose essentiellement sur le travail manuel. D'épaisses bottes de fibres sont trempées, battues et peignées à plusieurs reprises pour éliminer la poussière et les réduire en fragments courts et cassants. Ensuite, les artisans séparent soigneusement les fibres les plus longues et les regroupent en bottes uniformes avant le filage. L'expérience est primordiale à cette étape. Une force excessive risque de casser les fibres, tandis qu'une force insuffisante les rend irrégulières et désalignées. On obtient ainsi une fibre naturelle qui, bien que moins uniforme que son équivalent synthétique, offre une forte adhérence et un coefficient de friction élevé, la rendant particulièrement adaptée à la fabrication de cordes traditionnelles utilisées en agriculture et dans le secteur maritime. Une fois les matières premières prêtes, l'étape suivante consiste à transformer les fibres en brins réguliers, une étape cruciale appelée filage. De même qu'un squelette soutient le corps, le fil constitue la base de la corde. Dans les usines modernes, des milliers de filaments synthétiques ultra fins, aussi fins qu'un cheveu, sont extraits de plastique fondu et acheminés directement vers les machines à filer. Des rouleaux les étirent en continu, maintenant les brins droits et uniformes avant leur entrée dans les broches de torsion. Ici, les broches en acier tournent à des milliers de tours par minute, plus vite que l'accélération d'un moteur de voiture de sport. Ce mouvement intense torsade fortement les filaments, les transformant en un fil continu, tendu comme une corde de guitare. Le degré de torsion est contrôlé avec précision. Trop faible, et le fil est mou et s'effiloche facilement. Trop fort, et il devient plus solide, plus élastique et plus résistant à la tension. Pour les fibres naturelles, comme le chanvre, le lin ou la fibre de coco, les machines modernes ne peuvent remplacer entièrement le savoir-faire humain. Chaque geste exige une précision absolue. Trop tendues, les fibres cassent, trop lâches, elles restent souples, irrégulières et risquent de s'effilocher sous la tension. Des années d'expérience permettent aux artisans de doser la tension idéale, assurant ainsi la continuité et l'uniformité de chaque brin. Le rythme du rouet et le doux claquement des fibres qui se tordent créent un processus à la fois manuel et délicat. Même avec l'aide de l'industrie, le filage des fibres naturelles demeure une étape indispensable, car c'est le seul moyen d'obtenir des fils stables et réguliers. Si les fils sont des brins individuels, cette étape correspond à la phase de renforcement, transformant de nombreux brins fins en faisceaux solides, semblables à des câbles. Dans le bâti de la machine, des centaines de bobines de fils sont soigneusement disposées et tirées à travers des rouleaux pour les maintenir tendus et uniformément répartis. De là, elles pénètrent dans le système de torsion, où d'imposants arbres en acier tournent en continu, enroulant étroitement les fils en faisceaux de câbles appelés taurons. La tension et l'angle de torsion sont toujours ajustés avec précision. Trop lâches, et les taurons ne se lieront pas correctement et risquent de se défaire. Trop tendus, et les fibres risquent de se casser pendant le processus de torsion. Ce qui rend cette étape unique, c'est l'équilibre qu'elle exige. Chaque fil doit supporter la tension de manière égale, car si un seul brin est plus faible, toute la structure peut rapidement céder sous la charge. C'est pourquoi des capteurs électroniques surveillent et mesurent constamment la tension de chaque groupe de fils pour garantir la stabilité. Le produit final est un tauron épais et solide qui ressemble à un câble flexible, prêt à être assemblé pour former l'âme et le corps de la corde. À partir des brins individuels, le processus se poursuit avec le tressage de l'âme et du corps, étape à laquelle une corde moderne prend véritablement forme. C'est à ce moment que des centaines de brins plus fins sont assemblés en spirale ou entrelacés, créant une résistance bien supérieure à celle d'un seul brin. De nos jours, la plupart des usines produisent des cordes à l'aide de machines à tresser circulaires. Des dizaines de bobines sont disposées autour d'un cadre rotatif.
Pendant le fonctionnement de la machine, chaque brin décrit une trajectoire circulaire, s'entremêlant comme des cheveux tressés, pour converger au centre et former une corde lisse et ronde. L'avantage de cette méthode est que la corde résiste au déroulement, présente une surface propre, conserve une capacité de charge stable et est agréable au toucher. Des capteurs contrôlent la vitesse de rotation et la tension de chaque bobine, garantissant ainsi une participation uniforme de chaque brin. Si une seule bobine est trop lâche ou trop tendue, la corde entière peut se déséquilibrer. Une autre caractéristique notable du tressage est la possibilité de combiner différents matériaux au sein d'une même corde. Par exemple, une âme en polyester offre une résistance supérieure, tandis qu'une gaine en nylon apporte souplesse, maniabilité et durabilité accrue. Grâce à cette combinaison, les cordes tressées modernes sont à la fois robustes et flexibles, ce qui les rend adaptées à l'escalade, aux opérations de sauvetage, aux sports extrêmes et aux applications marines de moyenne envergure. Parallèlement, les techniques de torsion traditionnelles persistent, notamment pour les câbles massifs utilisés dans le transport maritime et la construction. Contrairement au tressage, les brins sont ici torsadés en sens inverse autour d'une âme centrale, produisant des cordes épaisses et rigides pouvant atteindre plusieurs dizaines de mètres de long. Cependant, la plupart des cordes que nous rencontrons aujourd'hui sont des cordes tressées fabriquées par des machines modernes à haute vitesse et avec une grande précision. Une fois tressée, la corde n'est véritablement terminée qu'après une dernière étape de trempe pour stabiliser sa structure. Sur la chaîne de production, la corde est étirée, puis passe dans un tunnel de chauffe ou des jets d'air chaud à une température de 120 à 230 degrés Celsius, enveloppe toute sa surface. Cette température fixe les molécules de plastique dans leur position alignée, empêchant ainsi toute dilatation ou déformation sous de fortes charges. Ce procédé, similaire à la trempe de l'acier, renforce et homogénéise la structure interne de la corde. Dans certaines usines, la corde est refroidie rapidement, immédiatement après le chauffage, créant un contraste thermique qui améliore encore sa durabilité. Grâce à cette étape, la corde finie conserve une forme stable, résiste au dévidage, évite le relâchement et préserve sa résistance à la traction lors d'une utilisation prolongée. Une corde destinée à l'ancrage d'un navire ou au levage de charges lourdes ne peut être évaluée à l'œil nu. C'est pourquoi les tests de résistance constituent une étape essentielle. Lors de ces tests, chaque spire de corde doit démontrer sa capacité à résister à des forces extrêmes. En usine, la corde est solidement fixée aux deux extrémités d'une machine d'essai hydraulique. Le système étire progressivement la corde, appliquant des charges de plusieurs centaines à plusieurs milliers de kilogrammes, simulant ainsi des conditions de travail réelles. Des capteurs enregistrent chaque donnée. Allongement, tension maximale et point de rupture. Un graphique s'affiche à l'écran, présentant la signature de résistance unique de chaque corde. Si une corde casse prématurément, elle est rejetée, et les ingénieurs analysent la cause de la rupture, fibre défectueuse, tressage irrégulier ou traitement thermique inadéquat. Les cordes qui réussissent le test sont certifiées selon des spécifications précises. Charge de travail admissible, résistance à la rupture et allongement admissible. Grâce à ce processus, que ce soit dans la construction navale ou les opérations de sauvetage, la réussite du test de résistance est une condition sine qua non. Pour qu'une corde résiste véritablement aux conditions réelles, elle doit subir une finition et une protection. Cette dernière étape consiste à soigner chaque détail afin de garantir sa résistance aux environnements les plus difficiles. La corde est d'abord revêtue de couches protectrices spécialisées. Pour les cordes d'extérieur, les revêtements hydrofuges et résistants aux UV sont essentiels, car ils empêchent les fibres de pourrir sous l'effet du soleil, de la pluie ou d'une exposition prolongée à l'eau de mer. D'autres cordes peuvent recevoir des traitements supplémentaires avec des produits chimiques oléofuges ou antibactériens pour prolonger leur durée de vie dans des environnements industriels ou agressifs. Ces revêtements agissent comme une fine couche protectrice, préservant ainsi toute la structure interne. L'étape suivante consiste à traiter les extrémités. Une fois coupées à la bonne longueur, les fibres peuvent facilement s'effilocher. Pour éviter cela, les extrémités de la corde sont thermoscellées, collées ou gainées de plastique,
afin de maintenir solidement la structure. Pour les cordes haut de gamme, les extrémités sont même cousues à la main avec un fil spécial, garantissant ainsi leur résistance à l'effilochage, même sous tension répétée. Enfin, les cordes sont enroulées en bobines ou groupées et étiquetées avec leurs spécifications de capacité de charge et de durabilité. Les grosses bobines peuvent peser des centaines de kilogrammes. Elles sont placées sur des palettes et solidement emballées pour le transport. Ce n'est qu'après ce processus complet de finition et de protection que la corde est véritablement prête à être utilisée, que ce soit dans la construction navale ou lors d'opérations de sauvetage, où elle devient un outil fiable. À partir de minuscules granules de plastique fondu ou de faisceaux bruts de fibres naturelles ramassés dans les champs et sur les côtes, une nouvelle corde voit le jour grâce à une série d'étapes méticuleuses: filage, tressage, thermofixation, test et finition. Ce processus ne se limite pas à la fabrication d'un matériau familier. Il témoigne aussi de la façon dont l'homme a transformé de fragiles fibres en un matériau suffisamment robuste pour soutenir le monde moderne. Des chantiers aux ports animés, en passant par les falaises escarpées, les cordes sont devenues des compagnes fiables, garantes de la sécurité et unies par la force. Chaque torsion, chaque couche tressée incarne la précision et l'ingénierie, assurant ainsi à l'utilisateur une sécurité optimale en toutes circonstances. Nous arrivons au terme de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous et pensez à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres voyages comme celui-ci. À bientôt!